Nous devons être les changements que nous désirons voir dans ces mondes. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour le compte, bien sûr, de cette émission consacrée à la promotion des leaders et des entrepreneurs congolais. Alors, spécialement, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est dans son actif cadre à l'UDPS et il est économiste de formation. Alors, c'est avec lui que nous allons traiter ces grands sujets. Quelle est la place de la RDC dans le monde? Une émission 100% économique et une émission 100% entrepreneuriale pour vous, mesdames, messieurs. Et à qui je vais rapidement dire bonsoir, monsieur Norbert. Bonsoir, bonsoir, madame. Nous avons tellement attendu cette émission. Franchement, je ne peux que vous remercier sincèrement d'avoir d'abord pensé à moi et ça a raté plusieurs fois. Et voilà, aujourd'hui, nous avons l'occasion d'échanger ensemble. Même si de temps en temps, j'ai toujours apprécié ton émission. Merci beaucoup. Bienvenue sur Web Entrepreneuriat. Alors, monsieur Norbert Yamba Yamba, pour les personnes qui vous suivent, qui est Norbert Yamba Yamba? Norbert Yamba Yamba, c'est un cadre de l'UDPS. Depuis 1983, j'étais encore étudiant. Et voilà, j'ai continué à me battre. J'étais candidat député national en 2018. Ça n'a peut-être pas marché. Vous connaissez les contextes, on n'y revient pas. Mais je suis également consultant international sur des questions de développement économique, sur des questions de décentralisation et de déconcentration, sur des questions de gestion des forêts, d'environnement, etc. J'ai eu à travailler plusieurs fois avec la Banque mondiale. Ça va faire une dizaine d'années. Je continue à travailler avec la Banque africaine de développement. J'ai travaillé avec l'Union européenne et le système des Nations Unies dans les différents secteurs. Disons que je suis spécialiste de la non-spécialisation. Parce que je ne suis pas sectariste. C'est-à-dire que je ne suis pas un intellectuel d'un secteur. J'embrasse plusieurs secteurs. Et le souci a toujours été de comprendre comment véritablement sortir notre pays du bourbier. Et il faut avoir la connaissance parce qu'un des noms patriarches panafricains, j'allais dire panafricaniste, j'allais citer Cheikh Anta Diop, disait que la jeunesse africaine, si vous voulez sortir de là où vous êtes, il faut vous armer de sciences jusqu'aux dents. Et donc, il faut avoir la connaissance. Et c'est la connaissance qui libère. Pas la connaissance de mémorisation, pas la connaissance de récitation, pas la connaissance de répétition. J'allais dire connaissance de perroquet. Mais la connaissance qui permet véritablement de tenir la torche et d'éclairer l'avenir. Raison pour laquelle je suis président de la nouvelle vision panafricaine. Je suis panafricaniste avec plusieurs représentations à travers le monde. Voilà, je suis père de famille, un entraîneur chef d'entreprise, parce que j'ai Codema comme entreprise, Consulting Management Development. Et voilà, j'enseigne à l'université depuis 1986. Voilà. Très bien. Ça, c'est le vrai Norbert Yamba Yamba. Alors, toutes ces compétences, on va tantôt discuter avec vous sur des questions économiques et entrepreneuriales. Ouais. La RDC, votre pays, d'ailleurs, bénéficie de vos savoirs. Quel est l'état économique de la RDC? L'état économique de la RDC, vous savez que Arnold, ça peut prendre beaucoup de temps, mais bon, je vais résumer cela en vous disant que la RDC c'était une puissance économique. La RDC. Bien entendu, à la veine de l'indépendance, nous avions 44% des recettes en devises qui provenaient du secteur agricole. Aujourd'hui, on n'est pas au-delà de 2%. La RDC avait 368 $ par habitant par an. Même en termes de revenus par habitant par an.
même titre que la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, le Canada. On était, bien entendu, on était un pays en revenu intermédiaire. À l'époque, la Corée du Sud avait 258 $. Et la RDC en avait 368. Même niveau que le Canada aujourd'hui qui est devenu le G8, c'est-à-dire parmi les 8 puissances économiques mondiales. La Corée du Sud aujourd'hui a 41 000 $ par habitant par an. Elle qui avait 258 $ par habitant. La RDC a 450 à 500 $ par habitant. Et la Corée du Sud, qui est en dessous de la RDC à 60, a atteint 41 000 $ par habitant par an. Avec un produit intérieur brut de 1300 milliards de dollars. Et la RDC n'a que 50 milliards de dollars. Et donc, l'économie de la RDC, c'est une économie qui est complètement déstructurée, désarticulée, désintégrée. Nous avions à peu près 180 sociétés forestières. J'ai fait le monitoring de cette question parce que j'ai travaillé également avec la Banque mondiale sur la question. Pas 10 sociétés qui sont très opérationnelles. Et ça rapporte combien dans le produit intérieur brut? C'est 0,7%. On ne peut pas aller au-delà de 1%. Vous imaginez? Et nous avons 500 millions de mètres cubes de bois, de potentialité. Et aujourd'hui, on ne dépasse pas 500 000 mètres cubes de bois. Nous avions plus de 169 sociétés agricoles. Il y a eu des centres extra-coutumiers qu'on a appelés autrefois des grandes agglomérations économiques. Vous trouvez des grandes sociétés, etc., opérationnelles, avec l'électricité du matin au soir. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a compétition, etc., mais bon... les ressources naturelles réobéissent au paradigme occidental. Les ressources naturelles sont naturellement exploitées par les étrangers. Hier, c'était l'Occident. L'Asie s'ajuste dans la danse. Et tous utilisant le même paradigme. Lequel paradigme est fondamentalement rentabilité externe. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent, ils exploitent le brut, et ils amènent le brut chez eux. C'est là que se trouvent les industries, où ils transforment, ils produisent des richesses, ils créent de l'emploi, ils affluent véritablement leurs banques, etc. Entre-temps, nous, qui sommes, n'est-ce pas, propriétaires, nous n'avons que les yeux pour plairer. Et donc, 60 ans diront, on est resté dans cette situation. Nous avons des minéraux stratégiques dans nos pays. Le cobalt, aujourd'hui, c'est le minerai le plus stratégique, 65% de potentialité du monde. Lorsque vous êtes à Lualaba, vous êtes au Katanga, etc., ils font un doublon de 65%. Je ne vais pas parler de coltan, nous avons 80% de réserves. La forêt elle-même, il y a le bassin du Congo, c'est la deuxième puissance écologique du monde. Et sur les 250 millions d'hectares, nous avons 150 millions d'hectares. Mais ça n'apporte rien. Nous venons après l'Amazonie. Regardez le Brésil aujourd'hui, c'est 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous, on n'est fait que nager dans les 50 millions. D'ailleurs, en Afrique, il y a 5 régions, mon ami. La région du Nord, il y a une locomotive qu'on appelle l'Égypte. C'est 315 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. À l'ouest, nous avons une locomotive qui s'appelle le Nigeria. 581 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Au sud, nous avons l'Afrique du Sud. Très bien. 400 milliards. Et donc, nous, au centre, nous sommes une locomotive, mais nous n'avons que 50 milliards. C'est vraiment dommage. Et le Congo, parce que vous parlez du monde, le Congo a bloqué non seulement le développement de l'Afrique, mais il influe
sur le développement du monde, du moins du monde subsaharien. Très bien, ça c'est très bien. Les précisions avec les chiffres, ça c'est très bien. On sent que vous êtes économiste et spécialiste, mais de 1960, où on était au même rang que les Canadiens, et en 2020, en 2021, nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Économiquement parlant, qu'est-ce qui justifierait ça avec toutes les richesses que nous avions? Est-ce que, je termine ma question, nous venons récemment de suivre le patron de la FEC, M. Yuma, qui a tantôt parlé que nos richesses ne nous appartenaient pas totalement et que ça appartenait à certains décideurs. Alors, est-ce que nos richesses exactement ne nous appartiennent pas? Est-ce qui fera la conséquence de notre échec, ou nous avons juste de mauvais gestionnaires? Mon cher ami, l'économie elle-même, l'ancien Premier ministre français Raymond Barre, il avait apporté une définition assez innovante en fait. Lorsqu'il dit l'économie, c'est la gestion des ressources rares. Lorsque vous parlez des richesses, il faut faire attention, il faut différencier les potentialités et les possibilités. Ce sont les possibilités qui permettent aux gens de satisfaire leurs besoins. Tandis que les potentialités sont des richesses qui ne sont pas encore exploitées, mises en valeur. Et donc, nous avons des potentialités, certainement. Vous avez 53% d'eau douce en Afrique, ça se trouve au Congo. Vous avez 47 lacs. Mais est-ce que c'est nous qui décidons pour cette politique, justement? Et justement, ça que je te disais, qu'il y a un problème de paradigme qui est utilisé dans l'exploitation de notre économie. Le paradigme utilisé est fondamentalement occidental. On dit que c'est un paradigme à rentabilité externe. C'est un paradigme, c'est une approche qui donne les richesses aux autres et pas nous. Et vous savez que nous sommes un pays qui a été colonisé, qui continue à être colonisé. Et qui continue à être colonisé jusqu'aujourd'hui. La RDC est toujours colonisée. Mais vous êtes indépendant là? Vous êtes vraiment indépendant? Je m'excuse beaucoup, je suis panafricaniste. Je donne un contenu par rapport à ça. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens interprètent mal. Avoir une indépendance nominale, ce n'est pas une indépendance réelle. Une indépendance nominale où vous trouvez autant de sociétés chinoises au Katanga, vous trouvez des sociétés, n'est-ce pas, coréennes ou européennes, etc. Mais vous ne gagnez rien. Nous avons combien d'argent? Lorsque notre cobalt, qui constitue aujourd'hui le minerai stratégique, sans laquelle le changement climatique ne pourra être arrêté, parce que demain ce sont les batteries électriques qui seront véritablement de mise. Et alors, comment on les fait? Vous avez vu dernièrement même comment les choses se font, ceux qui croient avoir acheté nos pays, etc. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Donc, nos richesses ne nous appartiennent pas. Mais l'élite congolaise politique a été complice. Certainement que M. Yuma a dénoncé ça et j'ai beaucoup aimé, mais il n'a pas allé au-delà pour dire qu'il y a eu complicité. Nos élites sont utilisées comme des représentants attitrés, des héritiers de la colonisation. Vous savez qu'ils sont partis physiquement, mais ils ont laissé véritablement des gens ici sur place. Et ce sont nos dirigeants qui deviennent finalement des commissionnaires, des courtiers, des héritiers, et qui véritablement transfèrent tout ce que nous avons et retiennent, et je me suis beaucoup, et reçoivent en retour le maintien au pouvoir. Raison pour laquelle ils n'ont pas généralement, ils ne rendent pas compte généralement à notre peuple. Certainement qu'il y a des évolutions, parce que depuis un certain moment, l'UDPS est arrivé. L'UDPS, par l'entremise de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui organise les modèles économiques pour quitter le paradigme à rentabilité externe et revenir vers la rentabilité interne. Ça veut dire tous ceux qui veulent exploiter dans notre pays doivent être en mesure non seulement de travailler avec nous pour extraire nos matières, les transformer et les commercialiser. À ce moment-là, il y a une chaîne de valeur ajoutée
laquelle chaîne nous permet véritablement de générer des emplois à la première phase, générer des ressources, et à la deuxième phase de transformation, générer. Et donc, mais c'est là, il faut le reconnaître, Arnold, il faut de la technologie, quoi. Il faut de la technologie. Nous n'en avons pas. Et nous sommes victimes de marché de dupes. Et donc, tout le temps, il s'en va. Le président de la République a parlé des zones économiques qui sont fondamentalement des zones industrielles, où il y a exonération presque, et ils viennent, ils s'installent, ils peuvent faire mieux. Mais est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Ça aussi, c'est un problème réel. Entre-temps, ce qui devrait nous générer des technologies, parce que, croyez-moi, Arnold, je te le dis en toute sincérité, j'ai la conviction qu'on peut crier. J'ai regretté un peu, j'ai suivi des économistes dans une chaîne qui disait oh non, il y a inflation, oh non, il faut des recettes. Recettes, vous avez quelles recettes? La recette des cueillettes, ce que fait généralement la DGI et la DGRAD ou toutes ces régies financières. Jamais, jamais, et je vous le confirme, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui vienne me contester. S'il n'y a pas d'industrialisation dans notre pays, cette industrialisation qui permet de transformer tout ce que nous avons comme potentialité, il n'y aura pas de richesse. Et donc, comme on n'aura pas de richesse, il n'y aura pas de satisfaction de besoins. Et on va y aller comme pour satisfaire partiellement les besoins. Vous entrez en contradiction avec le chef de l'État qui avait tantôt parlé rapidement d'un budget, une prévision budgétaire de 10 milliards de dollars sans passer par toutes ces analyses, malheureusement. Et à la fin, pour une réalisation budgétaire, nous n'avions fait que 3 milliards, donc il vous en rejoint. D'où vous entrez en contradiction. Il faut bien comprendre le président de la République. Le président de la République dit que nous aurons 10 milliards. En combien d'années? Il a fait une prévision pour 2020, 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Mais 2020, la prévision, c'était 10 milliards. Même avec l'extraction de briques, lorsque on organise la manière de pouvoir drainer les ressources que nous générons, n'est-ce pas, dans les caisses de l'État, on peut dépasser 10 milliards. Je m'excuse beaucoup. Je suis consultant plusieurs années avec la Banque mondiale. On avait un projet de numérisation et de digitalisation de certaines provinces pilotes pour drainer les différentes recettes générées. Quand vous prenez par exemple la province à l'époque de Bandundu, le revenu moyen par mois, c'était 30 millions de francs congolais. La banque a soutenu la digitalisation, c'est pas, des différents milliers de recettes. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? On quitte des 30 millions pour le premier mois. Lorsqu'il y a mise en place de cet appareillage, on est allé à 400 millions. Et deuxième mois, on est allé à 700 jusqu'à 1 milliard. Et pour une province qui ne produisait que 30 millions de francs congolais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont vu qu'il y a la traçabilité de cet argent, donc plus personne ne pouvait payer, tricher comme d'habitude. Et bon voilà, donc on a vu les gens saboter les marchés. La RDC a un problème numérique aussi. Oui, il y a un problème de numérisation, mais le président de la République a répondu oui à cette adaptation par rapport à la numérisation. Il y a un ministre chargé de numérique, le professeur Eberand, etc., qui a travaillé. Mais c'est un juriste. C'est un juriste, mais il faut s'entourer, et c'est ça justement le drame. Personne ne peut tout savoir. Mais lorsqu'on s'entoure de... Moi, par exemple, je sais beaucoup, mais j'ai quand même... Je travaille avec une société canadienne, Martello. Cette société a une piste. Et cette piste fonctionne dans les cas de drainage de recettes. Les informations automatiques et qui doivent être renvoyées au service central. J'ai même le projet, le jour, j'en ai déposé même une copie à la présidence. Je vais renouveler véritablement ça parce que je trouve que lorsque j'ai l'expérience avec la Banque mondiale, et ce que nous avons assisté naturellement dans la province de Bandundu peut nous donner la possibilité. Regardez, en 2009,
je travaillais pour les comptes de l'Union européenne. Je suis allé faire le monitoring de l'action publique dans la province du Nord Kivu. Et à l'époque, je me suis beaucoup de parler des provinces, de les identifier comme telles, etc. Mais vous allez voir que dans certaines frontières, à la frontière, 5 millions de dollars, c'est trop peu. Or, la province dans son ensemble générait dans les 1 200 000. Et puis lorsqu'on a parlé de l'article 75, qui devrait véritablement occasionner la retenue de 40% des recettes générées localement, les gens se sont engagés et a produit des recettes. Et le gouvernement central, au lieu véritablement d'activer et d'appliquer cette disposition constitutionnelle, ça n'a pas eu lieu. Et alors maintenant, on est parti d'1 200 000 à 5 millions, 7 millions, 8 millions. Et comme il n'y a pas eu rétrocession correspondante, encore que rétrocession c'est impropre, il faut une retenue à la source, cela n'est pas venu. Et on est descendu, hein. On est descendu jusqu'à l'échelle au moins que la situation antérieure. C'est que très clairement, notre pays a des moyens. Certainement que nous sommes un grand pays, mais si les choses pouvaient bien se passer comme il se doit, on aurait de l'argent. Mais je voudrais quand même vous dire une chose. J'entends beaucoup de gens dire que le président de la République a promis 10 milliards, etc., etc., etc. Mais il faut faire beaucoup d'attention. Vous avez affaire à un spécialiste, non seulement macroéconomiste, mais décentralisateur. Vous savez, la configuration, l'arrangement institutionnel dans notre pays, c'est fait à 3 niveaux de gouvernance. Il y a la gouvernance au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Au niveau local, vous avez les villes, vous avez les communes, les secteurs et les chefferies. Mais lorsqu'on part, chaque niveau a des compétences qui lui sont exclusives et concurrentes. Et comme nous avons 2 pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial, donc le gouvernement, comme Sam est là, il devra présenter son programme à l'Assemblée. Sam présente essentiellement les compétences qui lui sont dévolues. Il y en a 36. Et il y a aussi des compétences concurrentes avec les provinces. Il y en a 11. Et au niveau de la province, il y a des compétences exclusives, il y en a 29. Et des compétences concurrentes, il y en a 11. C'est que le budget de la province n'est pas le budget du gouvernement central. Et donc, aujourd'hui, lorsque vous prenez la moyenne du budget de la province, 500 millions, parce que vous voyez le Haut-Katanga, Lualaba, Kinshasa, Ituri, etc. Donc, nous prenons une moyenne de 500 millions. Lorsque vous avez 26 provinces, vous avez là 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars. Qui sont différents du budget du gouvernement central. Tu vois? Et donc, lorsque vous prenez 13 milliards, plus ce que le président, le gouvernement central a prévu, 7 milliards, donc vous avez 20 milliards de dollars. Ça s'appelle le budget consolidé. C'est ça le budget de la République. Et que d'aucuns ne parlent pas, on fait cas. On dit non, c'est 7 milliards, comment on va faire? Attention, la configuration de la gestion de la République se fait à 3 niveaux. Même au niveau des villes, il y a un budget, il y a un programme. C'est selon Norbert Yamba-Yamba. Non, ce sont les principes pour lesquels Norbert Yamba-Yamba a la maîtrise de la situation. Et je suis en train d'éclairer. Pourquoi vous êtes à l'extérieur du gouvernement? Pourquoi on ne vous a pas viré tout ce que vous faites? Des matières qui peuvent faire développer le pays. Mais pourquoi vous êtes à l'extérieur? Chacun dans le gouvernement? Oh non, c'est pas le dernier gouvernement, non, ne vous en faites pas. C'est pas le dernier gouvernement, et puis chacun a son temps. Il ne faut pas faire les choses parce que tel a été, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je donne les idées, je sème les graines, et je sais que ça peut aider un jour, même si on ne prend pas en considération aujourd'hui, mais les générations futures, dans une sorte de solidarité intergénérationnelle, cela peut être d'utilité. Au moins que je dise, nous nous sommes battus, on était très jeunes. On s'est engagé à l'UDPS, on ne savait pas qu'on aurait un pouvoir comme nous l'avons aujourd'hui. Et on s'est battu.
corps et âme. Norbert Yamba, quel est le secteur clé que le chef de l'État puisse investir pour influencer les autres secteurs, ici en RDC? La RDC a beaucoup de problèmes. Mais il faut avoir une vision systémique. La systémique nous permet de savoir l'imbrication financière, les interactions entre les différents systèmes, les différents sous-systèmes, les différents secteurs. Et je vous cite, pour que véritablement l'investissement se fasse avec plus d'efficacité, plus d'efficience, il faut organiser la sécurité de la République. C'est très important, c'est un attribut de souveraineté qui a des effets d'entraînement sur les autres secteurs. La sécurité. La sécurité, c'est très important. Et dans un deuxième temps, il faut l'éducation. N'ayez pas des gens qui parlent français, mais qui sont incapables, ne serait-ce que de produire une aiguille. C'est pas normal. On parle français à longueur de journée, etc., mais on ne va pas manger. Il faut créer des richesses. Et donc, il faut revisiter les systèmes d'enseignement. En faisant quoi, par exemple? Le système d'enseignement, ça veut dire, on se pose la question, quels sont nos besoins? Nous avons besoin de quel type d'intellectuel, quel profil, quel background, etc. Et on met le système. Vous avez, par exemple, le président a toujours dit la suprématie du sol sur les sous-sols. Certainement qu'on dit non, nous avons des richesses parce que nous avons le cuivre, etc. Le cobalt. Mais le président, dans sa vision, il dit il faut plus le sol que le sous-sol. Ça, c'est l'agriculture. Ça s'appelle, en termes techniques, l'alimentation. Et l'alimentation est un attribut de souveraineté. On peut bien comprendre un pays qui est bébé sous biberon qu'au travers l'alimentation. À qui est-il capable de donner la nourriture à son peuple? À ce moment-là, on peut dire que voilà, ce pays-là n'est pas un pays parce qu'il n'est pas souverain. Il n'est pas souverain simplement parce qu'il ne sait pas donner la nourriture à son peuple. Et donc l'agriculture devient véritablement un challenge. Vous savez que nous avons 80 à 120 millions d'hectares de terres arables. Et nous avons la capacité de pouvoir supporter une végétation qui peut supporter 40 millions de gros bétail. Nous sommes une puissance halieutique. Nous avons 1500 espèces de poissons. Je ne veux pas aller dans une question de chevauchement, s'il vous plaît. Vous allez continuer votre idée. Qu'est-ce qui affaiblit l'économie congolaise? Ce qui affaiblit l'économie congolaise, l'économie, c'est la production. Et la production, il faut la technologie. Pourquoi ces gens viennent prendre? Parce qu'ils ont la technologie. Oh, nos écoles ne sont pas des laboratoires de production de technologies. Cher ami, Bakokolo Bandenge Nyos, je m'excuse beaucoup. Tant que on n'aura pas des technologies qui permettent, vous savez, quand vous êtes sur la route de Matadi, vous avez des grandes montagnes, vous trouvez par exemple des moellons, des caillasses, etc. Mais il faut une technologie pour le cocasser. Et vous pouvez vendre, et vous pouvez même exporter ça. Regardez, on peut même cultiver au bord du fleuve. Mais il faut des technologies qui puissent véritablement... Et regardez, quand vous prenez la rivière, j'ai travaillé avec les Américains pendant 5 ans comme coordonnateur national d'un grand projet pour savoir où se trouvent basés nos poissons, etc. J'ai fait le fleuve, j'ai fait les lacs Maïndombe, etc. et le lac Tumba. Mais on a trouvé qu'avant d'arriver en Bandaka Ngombe, il y a un point de chute où le poisson meurt de vieillesse. Mais on aurait pu avoir une technologie qui permette véritablement d'avoir des poissons. Et heureusement pour le président de la République, vous allez dire encore que j'ai dit seulement du bien au président, mais il y a une idée. Vous êtes son bouclier. Il y a une idée aujourd'hui d'avoir de petits bateaux de pêche. Non, je me suis beaucoup de petits bateaux de pêche pour renflouer la nourriture de poissons sur le marché. Et on en a besoin. C'est très important. Mais on est resté pendant longtemps. Mais il n'y a pas que ça. Il faut des technologies de transformation. Aujourd'hui, regardez les coltans. Le Rwanda est en train pratiquement de mettre en place une usine de raffinage. Mais nous avons 80%, toutes les guerres de l'Est. La récurrence, c'est à cause de ça.
Mais nous devons avoir ça. Regardez, lorsque vous êtes à Goma, ils utilisent quel gaz? C'est le gaz du Rwanda, mais c'est dégagé du lac Kivu. Ils ont mis en place une usine de transformation de ces gaz méthane. Mais nous sommes dans un même lac. Et en tant que panafricaniste, j'ai toujours prôné qu'il y ait un projet intégrateur d'exploitation commune, etc. Le Rwanda. La RDC. Oui, entre le Rwanda et la RDC. Tu vois. Donc, les problèmes de technologie, les problèmes des sciences. Et regardez, bon, nous avons plusieurs, même la forêt. Nous avons combien de jours, combien de fois. Moi, j'ai travaillé avec les sociétés forestières. Je suis allé jusqu'au port d'Anvers pour voir le prix, par exemple, d'une grime de 250 cm de diamètre. À l'époque, c'était 14 000 $. Regardez combien de grimes partent chaque jour à Matadi pour prendre les bateaux. Et jamais 0,7% dans le produit intérieur brut. Là aussi, c'est la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, etc. Et encore que bon. Excusez, Lord. Les mêmes endroits où l'on produit ces bois-là, il faut aller chez l'administrateur du territoire. J'ai vu ça à Bikoro. Il n'a même pas de chaises pour recevoir les gens. Mais il y a pas moins de 8 sociétés qui exploitent. Et qui, visiblement, aurait pu... Une petite question encore. Oui. Ça veut dire que vous avez parlé pour booster la RDC, pour booster l'économie, il faudra la sécurité, l'éducation, l'industrialisation, tout ce que vous avez dit. Mais moi, j'ai aimé par rapport à l'éducation, votre réflexion sur l'éducation. Oui. Mais est-ce que quand vous parlez de tout ce problème-là, il y a un monsieur qui est quelque part, là où on produit même de bois, lui, il n'a même pas de chaises. Mais est-ce que si on nous laisse avec nos coltans, nos diamants, nos forêts, qu'est-ce que nous-mêmes nous allons faire avec ces forêts? Est-ce que grâce à notre scolarité, est-ce que grâce à nos universités établies en RDC, nous avons la possibilité d'avoir des étudiants qui peuvent transformer les coltans, qui peuvent venir à un téléphone comme ça pour faire fonctionner un téléphone? Est-ce qu'on a des gens comme ça ici en RDC? Oui. Nous avons vécu 3500 ans. 35 siècles sans que l'Occident ne nous apporte quoi que ce soit. Nous avions un génie propre. Raison pour laquelle je suis panafricaniste. Il faut restaurer 3500 ans de puissance politique, de puissance économique, de puissance culturelle. Le Congo, le royaume Congo ici, hein, chez nous, nous étions une puissance. Nous avons un seul pays, l'Afrique. L'Afrique n'était pas saucissonnée comme aujourd'hui. Parce que c'est la formule d'exploitation. C'est ce que veut dire. Comment? Ça veut dire en fait que nous étions un seul pays, nous étions... on était développés aussi. On était très développés. On a inventé. Vous savez qu'au XIIe siècle, on est allé, visiter l'Amérique, à l'époque des Amérindiens, avant Christophe Colomb. Et ce sont les Maliens, pas les Mali d'aujourd'hui, les Mali à l'époque, sous les règnes sous Mangoro Kanté. Et au XIIIe siècle, avec Soudata Keïta, nous avions même la charte des droits de l'homme. L'Occident n'en avait pas encore. Nous avions l'université de Sankoré en Toubouctou. Il n'y avait pas encore université en Europe. Nous avions des savants comme Imhotep, qui ont enseigné Hippocrate aujourd'hui, qui est devenu le père de la médecine. Nous avons des savants comme Yameso qui ont enseigné Thalès, vous connaissez la théorie de Thalès, Pythagore, etc. Dans la cour des pharaons, à l'époque de l'Égypte antique. On appelle ça Abou Kalan. C'est l'Égypte. Nous avons le bâton Ishango ici. Bon, voilà, le bâton d'Ishango, il y a 35 000 ans. 35 000 ans. Et le bâton de l'Essombo, à Swaziland. Eh bien, toute la table mathématique aujourd'hui dont on parle, c'est venu de chez nous. Nous pouvons restaurer ça. Mais qui ont déformé cette histoire? Par exemple, la première calculette a été conçue par Charles Babbage, c'est faux. Par Blaise Pascal, c'est faux. C'est Latimer, un noir. Mais qui ont transformé toutes ces informations? Ce que vous dites, je ne sais pas, on va voir ça où. Est-ce qu'il y a des références de ce que vous dites? Oui, mais... On n'a pas étudié ça. On n'a pas étudié ça parce que c'est un dessin. Et vous, qu'est-ce qui nous empêche nos héros? Comment on peut continuer à étudier Charlemagne? Charlemagne, on peut trouver ça dans la littérature. Le général de Gaulle dans la littérature.
Non, non, mais lorsqu'il faut parler de Soundiata Keïta... Cette émission a pris une autre dimension. Mais est-ce qu'il faudra investir aussi sur l'homme noir lui-même? Eh bien, c'est justement ça. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons été foutus à la merde à cause de trois choses. La première chose, c'est la religion, quoi. Nous avons embrassé la religion importée, dite et révélée. La religion, nous connaissions Dieu. Nzakomba, Ndjidumoukulu, Maweja, Onyashongo. On connaissait Dieu. Visualiser le discours du roi Léopold II. Mais il faut les amener à... C'était une stratégie, je considère, malveillante, d'instrumentalisation, d'imbécilisation d'un peuple. Mais nous avons, un jour, on va parler véritablement de toutes ces questions pour vous dire à quel moment ils ont réussi pratiquement à nous neutraliser. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui tout le monde croit que voilà, il faut continuer à prier, etc. Il faut prier parce qu'il existe une énergie qui a créé le monde. Mais qui faut-il prier? Jésus-Christ. Voilà. Donc là, le problème devient délicat. Mais quand je vous dis par exemple que nous aussi, s'ils ne venaient pas ici, comment on ferait? On serait tous dans l'enfer. Nous là, si les Occidentaux ne venaient pas ici. Et les Chinois, comment ils se développent? Les Chinois là. Non. Je m'excuse beaucoup. Ah bon voilà, la réaction normale des nègres imbécilisés qui visiblement croient que ces choses-là sont intouchables. Vous savez que la croyance bloque les raisonnements, mon cher ami Arnold. Lorsque vous voulez avoir un raisonnement rationnel, une raison raisonnante, il faut aller, creuser les choses de manière beaucoup plus claire. Je vous ai parlé de la religion, je vous ai parlé de l'éducation, le système éducatif. Allez même en Europe. Vous êtes dans les universités, il y a des endroits où on ne veut pas que vous puissiez étudier. On vous montre, on vous fait le perroquin, vous bloquez. Même tous nos enfants ici, la mathématique c'est une science importante. Mais on bloque les formules, on bloque. Tu vois? Et donc nous sommes des perroquins. Nous sommes des gens qui mémorisent. Regardez, ils sont venus, ils nous ont trouvés, nous avons des héritages de nos ancêtres. Mais sur le plan politique, nous avons une certaine organisation. Sur le plan économique, nous avons une certaine organisation. Sur le plan social, etc., il y avait une certaine organisation. Et quand on nous a dit, vous êtes décolonisés, au lieu de reconquérir ce que nous étions avant qu'ils n'arrivent, et donc nous sommes restés dans leur logique, qu'ils considèrent comme un idéal civilisationnel. Et ça nous a retardé. Et ça nous a retardé et ça va nous retarder pendant plusieurs années quand vous êtes toujours tiqués lorsqu'on parle de ces questions. Et nos intellectuels ne sont pas intellectuels, sont des instruits. Eh bien, écoutez, non! Vous voyez l'intellectuel ici, quand il est gradué, il veut être licencié. Quand il est licencié, il veut avoir la maîtrise. Quand il a la maîtrise, il veut avoir un doctorat. Tout simplement pour toucher un salaire plus élevé. Mais pas pour crier. Pas pour crier. C'est simplement pour avoir un salaire, pour avoir accéder à des responsabilités. Mais quand vous donnez tel ou tel qui a la présomption véritablement du savoir, il ne peut rien faire. Il va toujours se présenter, je suis tel, avec une étiquette. Tu vois? Et donc, on est dans cette situation-là de révisitation. Rien ne peut se faire de manière sectorielle. Il faut une imbrication, il faut une interaction entre les différents secteurs. Qu'est-ce qui manque? C'est ça la vision systémique. Mais tant qu'on nous... C'est de la bêtise. Quelle croissance? Si nous ne sommes pas autonomes, vous importez des machines chinoises. Et vous extrayez ici et vous dites vous êtes autonome, vous êtes indépendant, vous êtes souverain. Mais écoute, arrêtez. Les Chinois, ils ont fait ça. Ils ont utilisé ce qu'on appelait la méthode de la machine inversée. Ils ont envoyé leurs enfants en Europe, aux États-Unis. Les 3 millions de millionnaires en Chine aujourd'hui sont venus des États-Unis. Et ils ont commencé par les technologies américaines et ils ont commencé à inverser. Ils démontent et ils inversent. Aujourd'hui, la Chine, c'est un pays hyper industrialisé, plus que les États-Unis. Ce que les États-Unis ont connu dans les années 40. C'est ça la Chine aujourd'hui.
Mais la Chine, il a chassé les pasteurs, il a chassé les imams, il a chassé les prêtres. Avec la révolution culturelle, ils se sont réconciliés avec leurs ancêtres, etc. Aujourd'hui, ils ont une autonomie, ils ont un génie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On tend vers la fin déjà. On a épuisé nos 60 minutes. Donc, qu'est-ce que la RDC doit faire? Pragmatique. La RDC doit révisiter son enseignement. Coup de chapeau à M. le Président qui a prôné la gratuité de l'enseignement, mais il reste les contenus. On a un endroit où on cultive la terre, on fait l'agriculture, on fait la pêche, on fait l'élevage, et curieusement vous mettez la section littéraire, la section biochimie. Vous êtes en train de fabriquer des chômeurs de luxe. Lorsqu'un peuple ne défend plus ses droits et libertés, il devient mûr pour l'esclavagisme. Jean-Jacques Rousseau, sinon portez-vous bien. Merci à vous, M. Norbert, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Arnold, pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Bonsoir chez vous.